Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir celui qui a la lourde responsabilité de remettre ou encore de remobiliser l'armée ou de mobiliser l'ancienne armée ou encore la nouvelle force de défense du territoire. C'est le premier membre du gouvernement, de ce nouveau gouvernement qui passe à la rubrique Le Point. J'affirme que c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Il s'agit de M. Hervé Denis, ministre de la Défense. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour et merci beaucoup Wendell. Et j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui syntonisent d'une manière ou d'une autre votre station radio. Monsieur le ministre, la première question que j'ai envie de vous poser, et peut-être les auditeurs, le public de Métropole aussi, en général, est-ce que l'armée, la nouvelle armée sera effectivement mise sur pied? Moi, je pourrais même dire qu'elle a commencé déjà, parce que n'oubliez pas que nous avons des jeunes qui ont été formés en Équateur et qui constituent un embryon de cette nouvelle institution. Ils sont au nombre de 147, il y a des officiers, et nous avons même prêté quelques officiers à l'unité du Palais national. Donc, mais pour vraiment avoir une institution effective, il faut un commandement. Il faut d'abord des instructeurs et ensuite passer à la phase de recrutement. Donc, définitivement, c'est notre intention, c'est notre mission, c'est notre devoir et de mettre sur pied cette institution sous une forme, disons, nouvelle qui convient mieux à la réalité de nos jours. À vous entendre parler, nous avons l'impression que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on verra les soldats, les officiers dans les rues ou ailleurs, à la frontière. Quelle est donc la philosophie, quelle sera la philosophie de cette armée, monsieur le ministre? En général, les soldats se tiennent dans leurs casernes. Donc, il n'est pas question de parader. Mais il n'y a plus de casernes, parce que il y en aura. Les anciennes casernes se sont transformées déjà en commissariat? Oui, nous avons quand même récupéré 2 bases actuellement, justement pour mettre nos effectifs formés en Équateur. Il y a la base de Gressier et la base de Petite Rivière de l'Artibonite. Donc, ces structures peuvent encore servir comme base ou caserne provisoire pour installer les nouveaux membres de l'effectif, premièrement. Deuxièmement, nous avons soumis au gouvernement un plan d'action qui contient, dans un premier temps, le recrutement de 500 membres de cette force. Et nous le faisons graduellement en tenant compte de nos disponibilités budgétaires et au fur et à mesure que le gouvernement avancera dans son quinquennat, nous espérons pouvoir arriver à l'effectif complet qui, pour moi, doit avoisiner 2500 à 3000 hommes, c'est-à-dire à peu près 3 bataillons. Vous avez parlé d'emprunts faits à ceux qui sont au Palais national. Vous parlez aussi des officiers formés à l'étranger. Est-ce que nous devons nous attendre à la mise en place d'un haut état-major dans les prochains jours? Mais c'est la démarche à suivre. D'abord, nous avons proposé au gouvernement, d'abord, il faut un commandement, un haut commandement provisoire, d'être dans un premier temps. Et ce haut commandement, maintenant, aura les éléments qu'il faut pour pouvoir constituer cette force de défense et aura des instructeurs, ce qui est important pour pouvoir maintenant aller au niveau du recrutement afin de former maintenant les nouvelles recrues. Vous n'entendez pas recourir aux anciens officiers de l'ancienne armée?
Soyons logiques. L'ancienne armée a été démobilisée en 1995. Ils avaient à peu près quel âge? Peut-être au-delà de 20-25 ans. Donc maintenant, quel âge qu'ils ont? Donc j'estime pouvoir peut-être prendre certains membres de cette armée, leur proposer des postes dans des édifices publics et d'autres postes, mais ça c'est une autre question et qui devra faire l'objet de discussions avec mes collaborateurs. Donc aujourd'hui, tout est à l'étude. Mais où est-ce que l'on en est avec le processus de recrutement des 500 hommes de troupes? Nous avions déjà effectué, avant mon arrivée, une forme de recrutement. Donc il y a des éléments qui sont là, qui ont été retenus. Il suffit de les rappeler. Pour une partie, ce n'était pas 500, c'était aux alentours, je pense, de 200. Et l'autre partie pourrait venir facilement d'appel à proposition. Pourquoi on ne pense pas à des hommes qui peut-être sont bien formés, qui sont aussi qualifiés et qui se trouvent au sein de la police nationale? Pourquoi on ne pense pas à eux aussi? Ah, écoutez, la police nationale déjà doit se fortifier et je pense qu'il y a un plan avec la communauté internationale et ce serait craindre un peu et faire craindre la communauté internationale qu'on voudrait voler et les efforts qu'ils ont faits. Nous sommes capables de pouvoir constituer une nouvelle force avec des éléments que nous avons ici qui sont très bien formés et le reste, ils pourront aller à l'étranger pour suivre, n'est-ce pas, des cours de perfectionnement. En parlant de la communauté internationale, Monsieur le ministre, nous avions à un certain moment donné l'impression que l'international ne souhaitait pas tellement qu'on mette en place cette armée. Est-ce que vous ne craignez pas d'obstacles dans la perspective de la mise en place de cette force? Les obstacles sont faits pour être surmontés. D'une part, d'autre part, s'il y a incompréhension ou crainte de la part de la communauté internationale, c'est à nous, à moi en premier, de pouvoir les dissuader que leurs craintes ne sont pas fondées. Parce que cette armée que nous voulons former, que nous voulons mettre sur pied, que nous allons mettre sur pied, elle est basée sur des principes modernes. Nous avons été, moi-même, je faisais partie d'une commission présidentielle qui a été apprendre un petit peu la doctrine d'une nouvelle armée. Donc nous avons été à la junte interaméricaine de développement et qui se trouve à Washington et nous sommes quasiment retournés sur les bancs de l'école pour apprendre les nouveaux principes. Tous les membres de la commission, il y avait des gens sérieux dans cette commission-là. Et ce sont les principes que nous avons pu mettre dans un livre blanc qui nous sert quasiment de doctrine de cette nouvelle institution que nous voulons mettre sur pied. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. C'est une armée qui est au service du développement. C'est-à-dire que puisque nous n'avons pas ce genre d'ennemis traditionnels ou une armée qui va faire la guerre, mais nous considérons nos ennemis plutôt comme les catastrophes naturelles, le terrorisme, le cyberterrorisme, la lutte contre la contrebande. Ce sont ces éléments-là sur lesquels la nouvelle armée devra se focaliser afin de trouver des réponses au pays. Vous avez pensé aux moyens, Monsieur le ministre? C'est pour cette raison que nous proposons une structure qui va commencer graduellement, d'une part. D'autre part, je sais beaucoup de gens parlent de moyens. Mais imaginez un instant, la contrebande nous fait perdre près de 2 milliards de dollars par année. J'ai besoin de beaucoup moins que ça pour faire fonctionner une armée. Donc si nous arrivons un temps, ça va à diminuer de 25, 30, 40%. Vous voyez, donc il y a déjà les moyens que nous pouvons envisager. D'autre part, avec une institution militaire, la police qui fait son travail, les gens vont se sentir sécurisés et on va pouvoir sécuriser les investissements. Les investissements, une fois sécurisés, c'est des taxes qui rentrent dans le pays et le gouvernement redistribue ces taxes pour les institutions, notamment l'armée, entre autres, qui fait un travail quand même, qui fera son travail de maintien de l'ordre et de la paix. Alors, les détracteurs de l'armée, si on peut les appeler ainsi, vous convenez avec moi, Monsieur le ministre, que certains gens ne veulent pas du tout entendre parler de l'armée,
Et ces gens-là avancent comme argument souvent le fait que l'ancienne force qu'on a eue était plutôt budgétivore. Et nous sommes déjà en situation de précarité. Et on se pose la question à savoir où est-ce que l'on va trouver les moyens pour mettre sur pied cette armée. Je vous ai déjà expliqué que oui, ça peut paraître au premier abord budgétivore, mais pour les services que cette institution peut rendre, notamment en réduisant la contrebande qui sévit à la frontière, et nous pouvons quand même faire rentrer beaucoup plus d'argent à l'État. Et l'État, dans sa redistribution des ressources, déjà, c'est un premier pas. Les forces armées, par leur présence, qui vont assurer la sécurité des vies et des biens, sécuriser les investissements, je crois que les investisseurs qui veulent investir dans le pays pourront se trouver également beaucoup plus intéressés à investir dans ce pays qui est mieux contrôlé. On va observer la pause, monsieur le ministre. Au retour, j'aurais aimé voir avec vous quels sont les critères sur lesquels vous entendez vous baser pour recruter les nouveaux membres de l'armée. D'abord, pour être simple soldat et ensuite sous-officier et officier, etc. Pour nous dire après comment vous allez donc vous baser pour recruter les membres de l'armée. On verra tout cela après la pause. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Défense, monsieur Hervé Denis, est notre invité aujourd'hui. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous aujourd'hui, le ministre de la Défense que l'on accueille ici dans un contexte particulier où souvent certains observateurs se posent certaines questions, à savoir au moment des intempéries, au moment des dégâts, quel rôle l'armée pourrait jouer si elle était déjà mobilisée. Et avec le ministre de la Défense, le nouveau ministre de la Défense, nous essayons de voir avec lui si effectivement l'armée serait utile. Quand j'étais gosse, quand j'étais petit, il y avait une armée. Je ne les ai jamais vus en train d'effectuer des travaux de ce genre quand il y avait des intempéries. Est-ce que cela se faisait et que je n'étais pas assez grand pour voir ou comprendre? Monsieur le ministre, est-ce que les anciens soldats, officiers, sous-officiers de l'armée avaient l'habitude de s'adonner à des travaux de ce genre au moment des intempéries? Je dois dire que dans le temps, effectivement, l'armée avait un corps de génie et qui s'adonnait à ce genre d'activité. Mais... Pardon? Oui, donc vous pouvez parler. L'armée savait faire ce genre de travail. Mais ce que vous dites là est juste. Notre volonté, c'est de faire une armée au service du développement. Et je peux même dire que, d'ailleurs, c'est clairement identifié. Le titre du livre blanc, c'est le livre blanc pour la défense et la sécurité pour un développement durable d'Haïti. Ça veut dire nous mettons l'emphase sur des points tels que les points de développement. Et pour vous prouver notre bonne volonté, notre intention de le faire, les premiers contingents qui ont été formés en Argentine et en Équateur, avant même la création d'un commandement, se sont déjà donné des tâches de développement. Je cite, le corps de génie que nous avons maintenant, et qui est le premier embryon de cette institution. Le corps d'intervention compte un effectif de 18 officiers et 122 soldats. Ils sont là, des soldats techniciens. Ce ne sont pas des soldats qui portent des armes, ils n'ont même pas d'armes. Ils sont des techniciens, ils ont été formés en Équateur et ils ont eu des interventions dans l'Artibonite, par exemple. Curage des canaux d'irrigation, réhabilitation et construction de routes et de places publiques à la petite
rivière de l'Artibonite. Et dans l'ouest, la réhabilitation de la route Cornillon-Grand-Bois, 3 km. Dans le sud, réhabilitation de la route Vieux-Bourg-d'Aquin. Dans le sud-est, réhabilitation de route Côte de Fer. Dans le nord, le nord-ouest, l'ouest, le sud, la grandance, secours aux populations pendant les périodes cycloniques. C'est toutes des actions qui ont été commises. Hein. Dans la construction de bassins de pisciculture, 400 mètres cubes pour le compte de l'ONG Food for the Poor dans le département du Sud. Le service civique obligatoire, nous avons formé 158 jeunes, dont 52 filles, venant des 10 départements. L'unité d'intervention médicale a fait des interventions pour des bénéficiaires de l'ordre de 7 583 personnes, dont 3 011 hommes, 3 201 une femme et 1 371 enfants. C'est vous dire que déjà, avec très peu d'hommes, on a pu réaliser tout ça. Alors imaginez une nouvelle armée. Non, mais est-ce qu'on peut dire que l'armée est déjà là? Mais on peut dire... Est-ce qu'on peut dire que l'armée est déjà là? On va seulement la renforcer avec d'autres unités? Non, il faut plus que ça pour l'armée. Nous avons quand même reçu une proposition, une aide de l'Équateur qui nous ont proposé de former des gens. On a sauté là-dessus. Mais je crois que ça prend plus que ça. Ça prend un commandement pour créer. Ça prend des tâches, ça prend des structures beaucoup plus élaborées pour créer une armée. Mais ce sont des embryons, c'est un embryon. Et ces hommes souffrent justement d'un manque de commandement. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Dites-nous, Monsieur le ministre, quel est le niveau d'études que vous allez exiger pour accepter quelqu'un d'intégrer l'armée? Et au moins pour être soldat, il faut avoir le bac. Pour être simple soldat? Simple soldat, oui. Il faut avoir le bac et puis le reste. Bon, de toute façon, il y aura, comme c'est une armée qui sera beaucoup formée par des techniciens, donc on aura des ingénieurs, on aura des... Donc nous avons déjà des ingénieurs qui sont formés pour le corps de génie civil. Alors, si vous permettez que je reprenne la question que je vous ai posée au début de l'interview, et c'est que les Haïtiens doivent se mettre en tête qu'avec ce gouvernement, qu'avec Hervé Denis, ministre de la Défense, qui essaie donc de mettre en œuvre la volonté du président Jovenel Moïse, l'armée sera une réalité en Haïti. Ce sera une réalité en Haïti d'une part, mais d'autre part une réalité nouvelle. C'est-à-dire il faut oublier les scories du passé et nous aurons une autre force dédiée au développement. Je dirais même, bon, puisque l'armée et les forces armées d'Haïti sont constitutionnelles, nos législateurs l'ont inscrit dans l'ancienne constitution et l'ont repris dans la constitution amendée. C'est un prescrit de la constitution auquel il faut répondre, d'une part. Cependant, tout en répondant à cela, nous sommes conscients aussi que l'armée doit aller dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire tourner le dos ce qui pourrait être considéré comme des exactions du passé pour nous orienter vers le développement. C'est ce à quoi, ce sont les instructions que j'ai reçues, ce sont les recommandations qui sont contenues dans le livre blanc, ce sont les recommandations qui sont contenues dans les feuilles de route que j'ai reçues, et je crois que c'est ce que tout le pays, en grande partie, attend. Il y a 1 ou 2 semaines, nous avons reçu un juriste haïtien, très connu d'ailleurs, qui n'avait pas exprimé son désaccord par rapport à la démarche, mais avait plutôt indiqué que la voie tracée, la voie que l'on est en train de suivre n'est pas la bonne, étant donné que l'armée existe constitutionnellement. De fait, elle a été dissoute, mais constitutionnellement, elle existe. Selon ce même juriste, il suffirait tout simplement de sortir un décret pour annoncer que l'armée est mobilisée, que l'armée existe. Pourquoi vous n'êtes pas passé par cette voie? Ça a été fait. Nous avons un décret. Ce décret va être transformé en loi organique. D'ailleurs, c'est c'est inscrit d'ailleurs dans l'agenda législatif. Donc, c'est ce qui est en train de se faire.
Le président Martelly a pris ce décret, je crois, en 2015. Mais jamais implémenté. Non, implémenté, puisque nous existons. Sinon, nous aurions été illégaux. D'ailleurs, devant le Parlement, quand le Premier ministre a présenté sa politique générale, on n'aurait pas été accepté. D'ailleurs, ça a été évoqué par un député et pour dire qu'on était illégal. Et puis, un autre a sorti justement le décret. Évidemment, tout ministère doit avoir une loi organique, mais le décret, pour le moment, peut servir comme élément quand même juridique et faisant accepter le ministère. Et ça, c'est dans l'agenda législatif. Moi, je dois présenter la loi organique du ministère de la Défense. Si toutes les conditions sont réunies, est-ce qu'on peut dire que dans 6 mois, réponse sera apportée à certaines questions? C'est mon souhait. Mon équipe, qui est constituée quand même d'anciens officiers, beaucoup sont d'anciens officiers et qui m'aident énormément dans l'approche technique de la question. Et on travaille d'arrache-pied. Nous présenterons aux décideurs suprêmes, le président, le Premier ministre, notre plan. Nous avons déjà présenté un plan d'action pour les 6 prochains mois. Et là-dedans, il y a justement ces éléments-là. Maintenant, nous allons être un peu plus pointus, en ce sens qu'on donnera l'effectif, le haut commandement et tout ça, donc pour pouvoir avancer et concrétiser cela. Mon souhait le plus entier, c'est de pouvoir voir d'ici quelques semaines, quelques mois, disons quelques mois, et les hommes qui commencent à s'entraîner un peu, et puis pour que cette force soit effective. Avant, on parlait du président de la République comme étant le chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti. Ce sera toujours pareil? Je pense que la Constitution fait du ministre de la Défense le chef de l'armée, mais c'est un... C'est honorifique tout simplement? Il faut être réaliste. Le ministre de la Défense est nommé par qui? Il est nommé par le président de la République et son chef, et le Premier ministre. Donc, moi, je reçois ma légitimité de manière indirecte du président de la République qui a reçu du peuple. Donc, je doute fort qu'un ministre de la Défense ferait une institution militaire sans l'aval ou tout au moins l'accord du président de la République et du Premier ministre. Le gouvernement est un corps uni, homogène, et nous travaillons. Évidemment, je fais des recommandations et je fais de tout mon mieux pour que ces recommandations soient logiques et acceptables. Ok, l'armée aura une tâche différente de ce qu'elle a eue dans le passé. Mais par rapport à la République dominicaine, quelle sera par exemple la tâche ou la nécessité d'une armée de moins de milliers d'hommes, alors que chez nos voisins, on parle d'environ 100 000 hommes? Très juste. Il n'y a aucune proportionnalité entre les deux pays. Et il faut être réaliste. Nous n'avons pas une armée pour nous comparer à la République dominicaine. D'ailleurs, au niveau de la Caraïbe, la République dominicaine est une puissance presque militaire et à côté de Cuba. Donc, pour nous, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de créer une force de défense qui soit capable de remplir les fonctions qui sont imparties à une armée. C'est-à-dire le contrôle effectif du territoire, que ce soit de la frontière maritime, terrestre, aérienne. Et le contrôle de la lutte contre la contrebande, de tout ce qui peut affecter la sécurité du pays. De même que contre le terrorisme. Nous avons quand même des textes, des conventions. Et nous sommes partis quand même d'un ensemble, d'un sous-ensemble. D'abord, la région de la Caraïbe et d'un plus grand ensemble de l'Amérique du Nord. Nous sommes le ventre mou des États-Unis. Parce que, à cause de nos faiblesses structurelles, et nous devons tenir compte qu'il existe une réalité nouvelle dans le monde, le terrorisme. Le cyberterrorisme n'est pas un vain mot. Nos institutions doivent être protégées. Alors quand on parle de la nouvelle armée, c'est toutes ces tâches-là auxquelles nous devons aussi nous atteler.
mais pas nous comparer à la République dominicaine. Ça prendrait énormément de temps, énormément d'argent, et on doit se poser en bout de ligne pourquoi faire. Oui, mais c'est cette même armée en République dominicaine, monsieur le ministre, qui, à l'annonce du départ ou encore du retrait progressif de la MINUSTAH, renforce sa sécurité à la frontière. C'est un droit souverain qu'un État a de pouvoir, devant une perception qui pourrait avoir des troubles, un État incontrôlable dans un pays voisin, c'est un droit souverain qu'il a de se protéger, d'essayer de se protéger. Et nous aussi, nous sommes, de notre côté, nous sommes interpellés par le départ de la MINUSTAH. Parce que nous pensons que notre police, en dépit des efforts qui ont été faits, à elle seule ne peut pas non plus arriver à pouvoir contrôler tout ce pays. D'ailleurs, il y a des tâches de la police qui sont des tâches qui sont imparties à une force armée. Donc il faudra bien répartir les choses. Et je crois que c'est pour cette raison que nous souhaiterions, dans le meilleur des délais, pouvoir mettre en œuvre notre plan de recrutement. En parlant de recrutement, justement, 500 hommes d'abord. Pour commencer. Pour commencer. Et dans 5 ans, on aura quelques milliers. L'objectif, je ne suis pas un expert dans l'art militaire, mais à parler avec mes conseillers, l'objectif, ce serait d'arriver, comme je vous ai dit, au moins à 3 bataillons. Un bataillon, c'est 800 à 1000 hommes. Donc ça nous donnerait un effectif à peu près de 2500 à 3000 hommes. Je crois que la MINUSTAH, dans les derniers moments, a pu contrôler quand même ce pays avec 3 bataillons et qui étaient positionnés dans différents points du pays. Et je crois que nous pouvons aussi arriver à cela, d'autant plus que la police sera là pour faire une bonne partie des tâches et de sécurité urbaine et régionale. Pour devenir soldat ou membre de l'armée, on doit avoir son baccalauréat. J'imagine que pour devenir officier de l'armée, on doit être universitaire. Mieux que ça. Même mieux. Même mieux que ça, parce que des fois même des diplômés. Parce que n'oubliez pas l'orientation que nous voulons donner à l'armée, c'est une armée au service du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des ingénieurs, des médecins, des agronomes. Donc, mais dans le temps, ça existait aussi. Et des fois, l'armée incorporait en ses rangs des médecins et tout ça. Mais nous voulons mettre l'emphase sur cet aspect-là. Donc il y aura de la place pour les ingénieurs agronomes, tout et tout. Oui, d'ailleurs, notre contingent qui a été formé, une partie du contingent qui a été formé en Équateur, ce sont des ingénieurs. Et même dans ce qui se passe dans le Sud, j'ai déjà mobilisé une petite équipe qui est allée voir pour nous faire une évaluation de la situation. Donc c'est ce genre d'activité, surtout que l'armée va pouvoir se faire. Et on doit être âgé de quel âge? À quel âge? Je n'ai pas tous ces détails techniques, mais j'imagine que la Constitution nous rend majeur à 18 ans, de 18 ans jusqu'à 25 et peut-être 30 ans. Mais évidemment, le recrutement, c'est une première chose, mais il va falloir passer toutes les étapes, conditions physiques, conditions intellectuelles, enfin un vetting, tout ça. Les gens qui souhaitent, en fait les jeunes qui souhaitent quitter le pays pour aller ailleurs, en quête de ce plus clément, et on peut leur dire d'attendre un peu, non? Oui, voilà une bonne... qu'il y a une opportunité. Voilà une bonne raison, de serait-ce que pour ça, pour justifier la création du corps. Vous voyez, ça pourrait être quelque part pour les jeunes, premièrement, un endroit pour se former, un endroit pour servir leur pays. Même, je crois que pour ceux qui détractent l'institution, je crois qu'il y a ça aussi. Et puis, il ne faut pas oublier quand même des hommes de troupe. Ils apportent quand même d'autres activités autour d'eux. Il faut préparer des uniformes, il faut préparer des bottes, il faut préparer quand même un campement. Donc, il y a des activités économiques. C'est même uniforme dans Yabgain, kaki? Non, on n'y a pas encore pensé. Non, enfin, on travaille là-dessus. Oui. OK.
Il y a un auditeur qui vous a posé une question, Monsieur le ministre, à savoir comment ou encore qu'est-ce que vous entendez faire au niveau du gouvernement pour mettre ce corps à l'abri de la corruption? C'est un point qui est très important. Malheureusement, la corruption gangrène énormément notre pays. Toutefois, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des principes de l'armée et de commandement et qui sont très sévères. Et je crois que c'est l'un des points sur lesquels l'emphase devrait être mis. C'est-à-dire, vous savez, pendant longtemps, on a un officier, c'est quelqu'un de très noble, qui respecte, qui se fait respecter. Et je crois que ces aspects devront être retenus et même augmentés. Donc, cette question ne me fait pas tellement peur. L'institution sera dotée d'un code de déontologie et on sera très sévère, comme d'habitude, pour l'institution militaire dans les cas de dérapage. Alors, je termine, Monsieur le ministre, avec cette question que je vous ai posée lors de votre dernière intervention au journal du Matin de Métropole. C'est à propos des souvenirs. Des souvenirs de l'ancienne armée. Certains gens ont encore le souvenir des pratiques de l'ancienne armée. Vous annoncez qu'il y aura une armée, mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on avait avant. C'est ça l'objectif. Une armée au service du développement. Le passé doit nous servir de référent justement pour mieux faire l'avenir. Dans mon discours d'installation, j'ai parlé de ce dieu grec, Janus, qui avait deux faces. Une face tournée vers le passé, une autre vers l'avenir. Moi, j'aimerais toujours avoir la face de Janus tournée vers l'avenir, tout en tenant compte des méfaits du passé pour ne pas retomber là-dedans, d'une part. Et d'autre part, pour ceux qui craignent, Haïti bouge, le monde bouge. Je doute fort, je ne peux pas prédire de ce qu'un homme fera, mais on fera toutes les dispositions pour que cette institution soit une institution au service du développement. Mais je doute fort aussi qu'un exalté pourrait penser à commettre des actes de forfaiture dans un temps aussi moderne que le nôtre. Si Haïti a connu une stabilité pendant les 15 dernières années, c'est parce que la MINUSTAH avait une composante militaire qui nous a permis quand même d'avoir 3 gouvernements successifs. Donc l'armée sera une institution au service du développement, une institution qui va dans le sens de l'histoire. Alors, je dis à tous ceux, à toutes celles qui auraient eu des intentions malhonnêtes d'intégrer ce corps, mal leur en prendra parce que l'histoire ne marche pas à reculons. Merci, Monsieur le ministre. Et pour terminer, nous demandons aux jeunes de préparer leurs papiers, c'est ça? Ah bien oui. Leur dossier? Oui, et puis on fera aussi... les annonces à la radio. Les annonces pour des appels à proposition. Et aussi, nous allons entamer une campagne de promotion, d'explication pour faire comprendre aux gens justement que c'est une institution moderne qu'on veut faire tourner vers le développement. C'est vrai que le processus n'a pas encore débuté, si je me fie aux propos que vous avez tenus hier au micro de notre collaborateur, mais quand on y pense, et on doit préparer son dossier pour déposer au ministère de la Défense ou bien dans l'une des casernes de... Tout ceci sera donné plus tard. Je peux vous dire que le ministère travaille d'arrache-pied. Nous avons nos conseillers qui ont déjà... Je ne peux pas tout vous dire sur les détails, mais nous avons le nombre de membres qu'il faut dans le commandement. Nous avons quand même le nombre d'instructeurs. Mais ça, je peux savoir ça. Hein. Le commandement aura combien de membres? Je crois que je suis aussi soucieux des questions budgétaires. Donc, ça peut aller un minimum de 4 ou jusqu'à 10, disons. Pas de généraux? Nous n'en sommes pas encore là, mais on verra bien mais il y aura un commandement qui sera constitué de plus haut gradé. Mais je ne l'ai pas avec moi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Je vous souhaite bonne chance. Nous souhaitons bonne chance au pays. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.
Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Défense, Monsieur Hervé Denis, était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.